Les assises viennent à peine de se terminer. Les délégations sont encore sur le parking du département. Elles vont repartir à Beyrouth, à Paris, d'abord, à Sour, à Sidon, à Tripoli, à Baalbek, à Jbel. Ça fait rêver tout ça. Et à Sharta Eden, le territoire ami de l'Aude avec lequel on coopère maintenant depuis 2012. 2012, l'année des deuxièmes assises de la coopération, qui s'était passée à Beyrouth. Et c'était une année de relance de la coopération franco-libanaise dans le cadre d'un programme d'appui, renforcement des municipalités qui avait été écrit entre l'État libanais et l'État français. Et le bureau technique des villes libanaises avait organisé les assises dans la perspective de mettre en relation des collectivités françaises et des collectivités libanaises pour accompagner la décentralisation au Liban. Et nous, l'Aude, on a participé à ces assises en 2012 et on a créé on a signé nos 2 premiers partenariats de coopération avec le Liban. Enfin, le premier, c'était Sharta Eden, une ville du nord Liban, et le deuxième avec Byblos, Jbel. Et c'est comme ça qu'on a commencé la coopération décentralisée, d'une manière générale, au Liban en particulier, mais c'est comme ça qu'on s'est engagé dans la coopération. Et celles-là, elles ont été décidées quand alors ? Celles-là, elles ont été décidées il y a à peu près un an, une petite année. Donc elles n'avaient pas eu lieu depuis 7 ans. Il se trouve que le Cité Unie-France, qui est financée par la délégation à l'action internationale des collectivités locales, qui dépend du ministère des Affaires étrangères, ont l'habitude d'organiser des assises comme ça dans la coopération internationale. Ça permet de faire le point, le bilan, de voir les perspectives et de rythmer un peu les coopérations et surtout de faire en sorte que ça serve à l'évolution du cadre des partenariats, des outils de financement, etc. Et le groupe Pays Liban avait connu une petite baisse d'activité et il y a 2 ans et demi à peu près, l'Aude a repris la présidence du groupe Pays Liban avec la feuille de route de relancer les coopérations bilatérales et de créer une dynamique un peu nouvelle de la coopération France-Liban. Qu'est-ce qui fait que l'élan, à bout d'un moment, que l'enthousiasme est moindre et que on se perd un petit peu? Alors, on se perd de vue, on est plus recentré sur soi. Sur les coopérations, ça dépend des contextes. Il peut y avoir plusieurs explications aux coopérations qui perdent un peu de souffle. Il peut y avoir des coopérations qui sont terminées et puis il n'y a pas la volonté d'en continuer d'autres. Il peut y avoir des changements de gouvernance. Voilà, donc c'est la coopération, elle est commencée avec 2 partenaires et puis il y a un changement parce qu'il y a des élections. Donc voilà. C'est aussi des temporalités différentes. Il faut l'accepter, ça, dans la coopération. Des fois, on aurait envie d'aller vite et puis parfois, il faut passer par des chemins plus lents pour permettre aux esprits de maturer, pour que les choses avancent. Donc ça peut faire aussi en sorte que du coup, ça met plus de temps que prévu, il y a pas de réactivité, voilà. Donc, les différences de et culture, puis, il y a des différences de culture, oui. Alors après, j'allais rajouter quelque chose, c'est que il y a aussi la question, alors particulièrement au Liban, mais c'est vrai aussi au Burkina Faso où je bosse beaucoup, mais c'est la question des crises qui peuvent être dans des pays. Ça peut être des crises humanitaires, des crises politiques ou des crises sécuritaires. Et c'est vrai que le Liban peut faire aussi partie des pays où des personnes rechignent à continuer à aller parce qu'elles ont peur ou elles se laissent avoir peur de la sécurité. Mais bon, c'est pas. Donc ça peut expliquer qu'il y a ces baisses de la coopération. Voilà. Donc là, on va les organiser. On va organiser les assises. Ça arrive comment? Au cours d'un repas, un soir, on discute entre élus, entre directeurs de cabinet, on dit. On n'est pas assez présent à l'international, on dit ah mais ça serait bien, on a envie de voyager, c'est ce qu'on entend les bien sûr, bien sûr, les citoyens peuvent dire tout ça. Bon, sauf que là c'était organisé en France, donc la question d'en faire un prétexte pour voyager était déjà limitée, hein, mais je vais répondre à la question, mais cette question de prétexte pour voyager. C'est vrai que quand on est dans la coopération, comme tous ceux qui ont été là pendant 48 heures et qui ont parlé,
ça atteint parfois, ça fait mal. Ça fait mal parce que beaucoup de personnes font ces échanges de façon très sincère, très authentique. C'est énormément de travail, c'est énormément de temps, d'énergie. Quand on se déplace sur une mission internationale, en règle générale, c'est des temps très courts, 4-5 jours. Pendant 4-5 jours, il y a... c'est très rare qu'on ait des pauses, en fait. On est là, on explore et on exploite chaque seconde de chaque parcelle de temps qu'on peut avoir. Parce que les coopérations, c'est avant tout les rencontres humaines. Il faut gagner la confiance et il faut qu'on se mette bien d'accord. Donc c'est beaucoup de temps et beaucoup d'énergie. Bien sûr, c'est agréable. Je ne dis pas que c'est pas agréable de le faire dans un autre contexte. Mais il faut se rendre compte qu'on sort de notre zone de confort aussi. Et qu'on se confronte à un inconnu. Et qu'on se remet en question dans nos pratiques, ou professionnelles ou politiques, en fonction si on est élu ou technicien. C'est une façon de se remettre en question et de sortir de notre zone de confort. Donc c'est pas toujours très simple, en fait, de le faire. Et puis on se retrouve dans des conditions quelquefois d'hébergement, de déplacement. C'est contraignant. Donc... mais en même temps, ce que je dois quand même admettre, c'est qu'il y a toute une partie de l'action internationale, c'est une génération, je pense, qui a été un peu comme ça, après la décolonisation notamment. C'est vrai qu'il y a une sorte de classe politique, c'est vrai qu'il a pris prétexte de l'international pour voyager, mais c'est qu'une toute petite partie des délégations, parce que la plus grande partie des délégations travaillent. Et puis, quelquefois, il y a l'élu un peu majeur, il vient pour parler, sans faire ça, son intervention d'1 heure, et puis le reste, il ne reste pas à tous les travaux. Ça, il faut reconnaître que c'est vrai. Mais c'est vraiment tout petit. La question des citoyens, elle est, mais pourquoi mettre de l'argent public sur de l'international alors qu'il y a tant de pauvres chez nous, qu'il y a tant de problèmes chez nous, voilà. Mais je conçois que ça peut être un raisonnement facile à appliquer. Maintenant, on ne peut pas penser notre territoire et notre quotidien sans penser le monde et sans regarder ce qui se passe dans le monde entier. Notre quotidien est impacté par le monde. Quand y a des réfugiés qui arrivent, qui traversent la Méditerranée, qui sont mineurs et qui deviennent sous tutelle du département, ça impacte notre politique publique locale. Du coup, c'est intéressant d'aller s'occuper, d'aller chercher là d'où ils viennent, qu'est-ce qui se passe. Pourquoi, à un moment donné, risquer sa vie, sa propre vie, n'est plus assez forte, n'est plus un argument pour ne pas la risquer et traverser les mers. Parce que il ne faut pas des voyages de plaisance, quoi. Donc, à un moment donné, c'est qu'est-ce qui se passe pour que ces jeunes-là, tout un village, un clan, un village, une famille, un pays, parie sur eux, met de l'argent sur eux. Donc ça, c'est une chose. Après, c'est une question aussi de vision de la mondialisation. Est-ce qu'on laisse la mondialisation à la finance ? Est-ce qu'on laisse la mondialisation aux États et aux relations diplomatiques qui, quelquefois, sont complètement incohérentes ? Je veux dire, est-ce qu'on laisse l'international à Donald Trump et à Poutine ? Est-ce qu'on laisse l'international à des stratégies économiques multinationales ? Est-ce qu'on accepte que l'international, certains veuillent en faire un outil pour imposer un modèle dominant occidental dit le plus vertueux et le meilleur ? Est-ce qu'on laisse l'international être un outil de domination ? Moi, je dis non. La décentralisation, cette coopération, vous pensez que c'est justement le bouclier, le paravent, C'est pas un bouclier, c'est une façon différente. C'est pas un bouclier, parce que si je dis que c'est un bouclier, c'est-à-dire qu'on se protégerait contre quelque chose. Non, c'est pas un bouclier. C'est une autre façon d'agir. Et c'est une autre façon d'agir pour justement démontrer qu'une autre mondialisation est possible. Celle de l'humain, de la rencontre de pair à pair, qui se disent on a des choses à apprendre ensemble et à échanger ensemble. C'est une mondialisation sur de l'économie de proximité de territoire, c'est une mondialisation sur la vie quotidienne, c'est une mondialisation de réciprocité, d'égalité, d'échange et non pas de domination. Où on va chercher chez l'autre des choses qui ne sont pas habituelles. C'est aussi une façon de se confronter à l'autre, à la différence, à la culture, et de se dire, il y a peut-être des choses bonnes à prendre dans ce qu'ils font ailleurs. La réciprocité est essentielle. La réciprocité, elle est essentielle. À chaque fois qu'on fait un action de coopération, il faut se poser la question, qu'est-ce qu'on va chercher chez notre partenaire étranger ? Et à chaque fois, il faut poser la question au partenaire étranger, qu'est-ce que vous pouvez nous apprendre ? Et c'est comme ça que les échanges se font.